On dit qu'on n'oublie jamais le moment où votre vie bascule à jamais. Pour Chloé Duval, ce furent 5 secondes qui s'étirèrent en une éternité insoutenable. La main de Léo Moreau tordait le col de son chemisier avec une force brutale, son haleine sentant l'alcool, chaude et fétide contre son visage. C'est ma ville, ici. Mes règles. Ses 2 acolytes, Lucas Bernard et Hugo Petit, lui maintenaient les bras avec une poigne de fer, leur sourire narquois gravé dans la pénombre. Le parking de l'église de Val-d'Or était lugubrement désert, baigné dans la lumière déclinante d'un soir de Provence. Aucun témoin, aucune aide. Le cœur de Chloé martelait ses côtes avec une violence qui menaçait de les briser. Elle sentit le goût cuivré du sang provenant de sa lèvre fendue. C'était donc ça. C'était ainsi que son histoire allait se terminer, dans l'indifférence d'un village écrasé par le soleil et la peur. Et puis, le monde devint silencieux. Les cigales cessèrent leur chant strident. Le vent léger qui avait balayé les platanes mourut subitement. Même la respiration rauque de Léo sembla suspendue. Une seconde. Un grognement sourd, lourd de menaces, roula depuis la lisière de la forêt, comme un tonnerre lointain annonçant l'orage. 2 secondes. Les yeux de Léo s'écarquillèrent, son assurance arrogante se fissurant pour la première fois. 3 secondes. Chloé reconnut ce son. Une vibration primale qui résonna jusqu'au plus profond de son âme. 4 secondes. Une fourrure grise émergea d'une ombre, se matérialisant comme un esprit vengeur. 5 secondes. 40 kilos de fureur pure s'avancèrent dans la lumière mourante. Ghost était venu. Mais pour comprendre pourquoi un loup sauvage risquerait tout pour sauver une jeune femme brisée, il faut remonter 3 ans en arrière, à la nuit où Chloé Duval fit un choix qui allait sauver leurs 2 vies. Val-d'Or, en Provence, n'était pas le genre d'endroit où l'on déménageait par choix. C'était le genre d'endroit où l'on se réfugiait quand tout le reste avait échoué. Population, 847 âmes. Un village niché à l'ombre de la forêt domaniale de Provence, où tout le monde connaissait tout le monde, et où les secrets des uns flottaient dans l'air chaud comme le parfum du thym le matin. Chloé Duval arriva un mardi de fin août, tout ce qu'elle possédait entassé dans le coffre et sur la banquette arrière de sa Renault Clio de 1998. Le compteur affichait 322 581 km. Les bottes qu'elle portait étaient maintenues par du ruban adhésif. Son compte en banque affichait 247 €. Elle l'avait vérifié 3 fois ce matin-là, comme si le chiffre pouvait magiquement changer. La petite maison de campagne qu'elle louait se trouvait à l'extrémité du village, petite et usée par le temps, avec un porche affaissé et des fenêtres qui tremblaient lorsque le Mistral soufflait. 600 € par mois, payable à Madame Geneviève Leroy, une femme de 68 ans au visage pincé, qui avait clairement indiqué que le loyer était dû le premier du mois, sans exception. À 20 ans, Chloé en paraissait 10 de plus. Ses cheveux bruns étaient constamment attachés en une queue de cheval terne. Des cernes sombres ombraient des yeux qui en avaient trop vu, trop tôt. Ses mains étaient calleuses à force de travail, son jean usé aux genoux, sa chemise en flanelle une trouvaille dans une friperie 3 régions plus tôt. Elle trouva du travail au café chez Marie, sur la rue principale, pour 11 € de l'heure, plus les pourboires, 6 jours par semaine si elle avait de la chance. Le travail était simple, préparer le café, essuyer les tables, afficher un sourire forcé aux clients, encaisser leurs pièces et leurs billets froissés. Marie Dubois, 71 ans et aussi vive qu'un éclat de verre, ne posa aucune question sur le passé de Chloé. Une petite grâce. Le fardeau que Chloé portait n'était visible dans aucune valise. 38 000 € de dette médicale suite aux hospitalisations de sa mère. 12 000 € de prêts étudiants pour les études universitaires qu'elle avait abandonnées en 3e année. Un total de 50 000 €, l'écrasant comme des pierres au fond d'une rivière. Les agences de recouvrement appelaient quotidiennement. Elle gardait son téléphone en mode silencieux. Ses repas étaient une question de survie, pas de plaisir. Du porridge le matin, une tartine de confiture à midi, des nouilles instantanées le soir. Pas de mutuelle, un contrôle technique périmé depuis 4 mois. Elle évitait la voiture de gendarmerie du gendarme Nicolas Vidal comme si sa vie en dépendait. Chloé n'avait pas d'amis, ne fêtait pas les anniversaires, ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle avait souri sincèrement. Elle travaillait, dormait, puis travaillait à nouveau. S'arrêter signifiait penser, et penser signifiait se noyer. Mais chaque soir à 19 h, quelque chose perçait à travers l'engourdissement. À la lisière de la forêt, derrière sa maison, là où les pins se dressaient comme des sentinelles dans la lumière déclinante, un loup gris apparaissait. Un mâle adulte, d'environ 40 kilos,
avec un pelage qui mêlait le gris d'un nuage d'orage, le blanc de l'hiver et le noir de minuit. Des yeux jaunes ambrés qui semblaient voir jusqu'à ses os. Ghost. Il ne s'approchait jamais à moins de 6 mètres. Elle lui laissait des restes de viande de gibier, dont du boucher du village. Ils existaient en silence. Deux créatures qui comprenaient ce que signifiait survivre seul. Les gens du village chuchotaient sur la fascination de Chloé pour le loup, un mélange de suspicion et de crainte. Mais Ghost n'approchait jamais un autre humain. Seulement Chloé. Toujours Chloé. Le troisième matin de Chloé à Val-d'Or commença à 5h30, le ciel encore sombre des ombres de l'aube. Elle conduisit sa Clio jusqu'à la rue principale et se gara sur une place vide juste en face du café chez Marie. Aucun panneau n'indiquait qu'elle était réservée. Aucune ligne peinte ne désignait une propriété. Juste une place de parking de plus dans un village avec plus de places que de voitures. À l'intérieur, elle alluma les lumières, lança la première cafetière, essuya des tables déjà propres. Le rythme familier de l'ouverture calmait ses nerfs. À 6h15, la riche odeur du café fraîchement moulu emplissait le petit établissement. À 7h30, quelqu'un frappa violemment à la vitrine, assez fort pour faire trembler la vitre. Chloé leva les yeux de la vitrine où elle disposait les viennoiseries. Un gros 4x4 était garé derrière sa Clio, ses chromes rutilants, son moteur grondant comme un tonnerre maîtrisé. Le véhicule coûtait plus que ce que Chloé avait gagné en 2 ans. La porte du café s'ouvrit violemment. Léo Moreau emplissait l'encadrement, un M88, les épaules larges, arborant cette confiance qui vient de ne jamais s'être entendu dire non. 24 ans, avec l'arrogance du caïd du lycée qui n'avait jamais quitté son royaume. 2 jeunes hommes le flanquaient, souriant comme si tout cela était un divertissement. Toi. Léo pointa Chloé du doigt. Tu t'es garé sur ma place. Chloé cligna des yeux, confuse. Je suis désolé. Je n'ai vu aucun panneau. Tout le monde sait que c'est ma place. Léo s'avança jusqu'au comptoir. C'est la mienne depuis le lycée. T'es nouvelle ici? Oui. Je viens d'arriver, alors laisse-moi t'éduquer. Il s'appuya contre le comptoir, les bras croisés. Voilà comment ça marche à Val-d'Or. Il y a des règles non écrites. Et les enfreindre a des conséquences. Marie émergea de l'arrière-boutique, de la farine saupoudrant son tablier, le regard acéré. Léo Moreau, laisse ma fille tranquille. Il n'y a pas de parking réservé sur la rue principale. Il n'y en a jamais eu. Le sourire de Léo n'atteignit pas ses yeux. Madame Dubois, avec tout le respect que je vous dois, votre café est situé sur une propriété que ma famille possède. Tout le bâtiment, vous nous le louez, vous vous souvenez? La menace flottait dans l'air comme de la fumée. Je vais déplacer ma voiture, dit Chloé doucement. Je ne savais pas. Je suis désolé. Trop tard pour les excuses, la voix de Léo se fit plus basse. Tu as enfreint les règles. Maintenant, tu dois apprendre. Paie-nous le petit déjeuner, à moi et mes potes. Appelle ça la taxe de bienvenue au village. La mâchoire de Chloé se crispa. La caisse contenait peut-être 40 € en petites coupures. Elle gagnait 11 € de l'heure. Ces hommes voulaient qu'elle paie le repas parce qu'elle s'était garée sur un espace public. Léo. La voix de Marie était un avertissement. Ce n'est rien. La voix de Chloé resta égale, bien que ses mains tremblassent. Que désirez-vous? Le sourire de Léo s'élargit. Tu vois, elle apprend vite. 3 cafés, 3 croissants et 3 pains au chocolat. Chloé encaissa 22 €, près de 2 heures de son salaire. Elle prépara la commande avec une précision mécanique, son visage un masque impénétrable. Pendant tout ce temps, Léo la dévisageait avec une attention prédatrice. Lorsqu'elle lui tendit le sac, il le laissa délibérément tomber. La nourriture se répandit sur le sol. Oups. Il haussa les épaules. Je crois que tu vas devoir refaire ça. Ses amis rirent. Chloé s'agenouilla pour nettoyer le désordre, le visage brûlant. Marie s'avança. Ça suffit. Sortez de mon café. Léo leva les mains en signe de fausse reddition. On s'en va, on s'en va. Il se tourna vers Chloé, toujours à genoux, ramassant les miettes et les viennoiseries écrasées. Bienvenue à Val-d'Or, la nouvelle. Petit conseil, c'est moi qui dirige cette ville. Mon père est le maire, Jean Moreau.
mon oncle est le gendarme. Ma famille possède la moitié de l'immobilier. Tu vois, si tu suis mes règles, on s'entendra bien. Sinon, il sourit. Eh bien, demande autour de toi. Les gens te le diront. La cloche de la porte tinta alors qu'il partait. Le 4x4 de Léo rugit et s'éloigna, de la variété française à fond. Chloé finit de nettoyer le sol en silence. Marie l'aida, sa bouche plissée en une ligne fine. J'aurais dû te prévenir au sujet des Moreau, dit enfin Marie. Le père de Léo est le maire Jean Moreau. Maire depuis 18 ans. Le grand-père de Léo était gendarme avant ça, pendant 30 ans. Les hommes de la famille Moreau pensent qu'ils possèdent les gens en même temps que les propriétés. Il a déjà fait ça avant. 3 fois à ma connaissance. Une fille qui a refusé son invitation à sortir a retrouvé sa voiture rayée. Un homme qui a surenchéri sur lui lors d'une vente aux enchères a vu ses permis de construire mystérieusement retardés de 6 mois. Un professeur qui lui a mis une mauvaise note a été muté. Dans une école à 3 heures de route. La main de Marie serra l'épaule de Chloé. Le mieux est de rester loin de son chemin, ma petite. Chloé hocha la tête, mais quelque chose de dur s'installa dans sa poitrine. Elle avait survécu à la mort de son père, aux reproches de sa mère, à 2 ans de noyade dans les dettes et le chagrin. Elle n'allait pas laisser un petit tyran de village la briser. Ce soir-là, assise sur son porche avec Ghost qui l'observait depuis la lisière des arbres, elle murmura « J'ai affronté bien pire que toi ». Même à 6 mètres de distance, les oreilles de Ghost s'aplatirent. Il sentait la tempête qui approchait. 3 ans plus tôt, Chloé Duval avait 17 ans, une lettre d'acceptation pour une bourse complète et un avenir si brillant qu'il faisait mal aux yeux. Elle était en terminale dans une petite ville de Bretagne, fille de Pierre Duval, un homme qui cumulait 2 emplois pour faire vivre sa famille et qui trouvait quand même le temps d'être l'entraîneur du club de débat de Chloé. 21 novembre. L'appel téléphonique arriva à 18h47. Gendarmerie de Bretagne. Le camion de son père, plié comme un accordéon sous un poids lourd. Le chauffeur s'était endormi, avait traversé le terre-plein central. Pierre était mort sur le coup. Ils dirent qu'il n'avait pas souffert, comme si cela pouvait redonner un sens au monde. Chloé l'avait appelé 2 heures avant l'accident. « Papa, j'ai eu la lettre d'acceptation. Université de Nantes, bourse complète. » Sa voix avait crépité de joie au téléphone. « Je suis si fier de toi, ma chérie. Je quitte Nantes maintenant. J'arrive dans 2 heures. On va fêter ça. » Ce furent ses derniers mots pour elle. Aux funérailles, la mère de Chloé, Monique, s'effondra. Pas de chagrin, une crise cardiaque. Elle survécut, mais fut hospitalisée pendant 3 semaines. Pas d'assurance vie, car Pierre avait laissé la police d'assurance expirer pendant les mois difficiles. Les factures médicales arrivèrent comme des vautours, 85 000 €. Les frais funéraires ajoutèrent 8 000 € de plus. Le fonds d'études de Chloé, 12 000 € économisés en 17 ans, s'évapora en quelques semaines. Monique rentra de l'hôpital différente, vidée, creuse. Une nuit, sous l'effet des analgésiques, elle avait regardé Chloé et murmuré « Si tu n'avais pas voulu visiter cette université », elle s'était arrêtée, mais le mal était fait, se répandant comme du sang dans l'eau. Chloé entendit ce que sa mère n'avait pas dit. « Ton père est mort à cause de toi. » Elle reporta ses études, trouva 3 emplois, station-service, serveuse, réassortisseuse d'épicerie. Elle travaillait 80 heures par semaine, perdit 10 kilos en 2 mois. Monique sombra plus profondément dans la dépression, parlant à peine. Chloé devint un fantôme dans sa propre maison. 17 ans, mais l'impression d'en avoir 70. 23 février au matin. Chloé rentrait chez elle après son service de nuit. Route de campagne en Bretagne, les yeux piquants de fatigue. Puis elle vit quelque chose dans le fossé. Elle faillit ne pas s'arrêter, se convainquant que ce n'était rien. Mais quelque chose la poussa à se ranger sur le bas-côté. Le louveteau gisait dans le fossé, âgé de 4 ou 5 mois, pris dans un piège à mâchoires illégales. Les dents d'acier avaient broyé sa patte arrière droite. L'os blanc était visible à travers la fourrure emmêlée. Le petit était trop faible pour mordre, trop jeune pour comprendre autre chose que la douleur. Chloé avait regardé cette créature brisée et s'était vue elle-même. Elle utilisa la clé en croix de son coffre pour ouvrir le piège. Le louveteau gémit mais ne se débattit pas. Elle l'enveloppa dans la couverture de survie qu'elle gardait dans sa voiture,
une des leçons de sécurité de son père, à l'époque où le monde avait encore un sens. Puis elle conduisit 60 km jusqu'au seul endroit ouvert à cette heure, une clinique vétérinaire d'urgence. La vétérinaire, la docteure Valérie Martin, une femme dans la cinquantaine avec des yeux bienveillants et des mains compétentes, jeta un coup d'œil et dit « C'est un loup, pas un chien. Il est illégal d'en garder un. » « Je ne le garderai pas », avait dit Chloé. « Sauvez-le, s'il vous plaît. » Chirurgie, antibiotiques, surveillance nocturne. Comptez 2400 € minimum. Le compte courant de Chloé contenait 890 €. Elle fit une avance de fonds sur sa seule carte de crédit, à un taux de 29,9%, les mains tremblant en signant les papiers. La docteure Martin l'observa, une lueur d'incertitude sur son visage. « Pourquoi faites-vous ça ?» La voix de Chloé se brisa. « Parce que quelqu'un doit le faire. Parce que ce n'est qu'un bébé. Parce que, elle ne put finir. Parce que je n'ai pas pu sauver mon père. » Le louveteau resta à la clinique pendant 2 semaines. Chloé lui rendit visite chaque jour, assise à côté de sa cage de convalescence, lui parlant doucement de tout et de rien. Elle le nomma Ghost, parce qu'il n'aurait pas dû exister en Bretagne, n'aurait pas dû survivre à ce piège, n'aurait pas dû être trouvé par quelqu'un d'assez têtu pour ne pas le laisser mourir. La patte de Ghost guérit, mais avec une boiterie permanente. La docteure Martin dit qu'il ne survivrait jamais à l'état sauvage. Chloé prit une décision qui leur sauva probablement la vie à tous les deux. Elle ramena Ghost à la maison. Monique vit le loup dans leur garage et ne dit rien, trop engourdie par les médicaments et le chagrin pour s'en soucier. Chloé transforma l'espace en une tanière, passa chaque minute libre avec lui, le nourrissant de viande du supermarché qu'elle ne pouvait pas se permettre. Ghost devint sa raison de rentrer à la maison au lieu de simplement disparaître dans le travail, les dettes et le poids écrasant d'être en vie. Pendant 8 mois, Ghost grandit. Chloé lui parlait de son père, de sa culpabilité, de sa peur, de sa solitude. Ses yeux jaunes ne la jugèrent jamais. La première fois que Chloé sourit après la mort de son père, ce fut quand Ghost vola sa chaussette et joua à la garder comme un chiot. La joie dura peut-être 5 secondes avant que la culpabilité ne s'abatte sur elle. Comment osait-elle être heureuse? Mais Ghost était patient. Lentement, progressivement, Chloé réapprit à rire. Puis les voisins se plaignirent. Les services de protection animale vinrent. L'Office français de la biodiversité, OFB, de Bretagne s'en mêla. La docteure Martin appela pour la prévenir, ils vont le prendre. Il sera envoyé dans un centre ou euthanasié. Alors Chloé fit des recherches sur les populations de loups, trouva une zone de réintroduction en Provence où de petites meutes sauvages existaient encore. Elle vendit tout ce qu'elle possédait, rassembla 3200 €, acheta un billet d'avion et loua une camionnette. Elle passa 3 jours dans la forêt domaniale de Provence, apprenant à Ghost à chasser en utilisant des techniques trouvées sur Internet. Quand il attrapa son premier lapin, Chloé pleura de fierté et de chagrin. Le dernier matin, elle serra Ghost contre elle et murmura « Tu es libre maintenant. Sois sauvage. Sois prudent. » Elle s'éloigna à l'aube. Ne se retourna pas. Ne le pouvait pas. 2 ans plus tard, quand Monique mourut et que Chloé n'eut plus rien, elle conduisit 3000 km pour retourner en Provence. N'espérant pas revoir Ghost, voulant juste être près du seul endroit où elle avait fait quelque chose de bien. La semaine suivant l'incident au café, Chloé découvrit le message peint à la bombe sur la porte de sa maison en lettres rouges dégoulinantes, de gage. Madame Leroy se tenait sur le porche, les bras croisés, la bouche pincée. « Je vais devoir vous facturer la peinture. » L'estomac de Chloé se noua. « Ce n'est pas moi qui ai fait ça. Je sais qui vous êtes, ma chère. Je sais aussi sur quel pied vous avez marché. » Madame Leroy n'osait pas la regarder dans les yeux. « Je ferai le travail moi-même. Je vous facturerai le coût des matériaux. 50 €. 50 €. Presque une journée entière de salaire. Puis-je le peindre moi-même? Madame Leroy hésita, puis soupira. Le père de Léo Moreau possède l'entreprise qui approvisionne ma quincaillerie. Un mot de Jean Moreau et mes livraisons s'arrêtent. Je dois gagner ma vie aussi, ma petite. Je suis désolé. Chloé comprit. À Val-d'Or, on était soit sous la protection des Moreau, soit sous leur coupe. Il n'y avait pas de troisième option. Mardi, Chloé arriva au café chez Marie pour découvrir que son emploi du temps était passé de 35 à 18 heures. Marie l'emmena dans l'arrière-boutique,
les mains tremblantes en tenant le nouveau planning. Jean Moreau m'a appelé ce matin, dit Marie doucement. Il a dit que son fils se sentait mal à l'aise de venir au café, a suggéré que vous preniez peut-être quelques jours de congé, pour laisser les choses se calmer. La poitrine de Chloé se serra. Vous me renvoyez? J'essaie de te protéger, et mon commerce. La voix de Marie se cassa. J'ai 3 employés, Chloé. Un prêt immobilier. Cette ville fonctionne avec l'argent des Moreau, leurs propriétés, leurs entreprises, leur bonne volonté. Je ne peux pas, elle s'arrêta, se pressant la paume contre les yeux. J'ai 71 ans et j'ai peur d'un tyran de 24 ans. Mon Dieu, pardonnez-moi. Chloé accepta l'horaire réduit sans discuter. 18 heures signifiait peut-être 200 € par semaine avant impôt. Son loyer était de 600 € par mois. Le calcul ne fonctionnait pas, mais rien dans sa vie n'avait fonctionné depuis 3 ans. Elle était habituée à se noyer. Mercredi, Chloé parcourut la rue principale à la recherche de travail. Le propriétaire de l'épicerie du village jeta un œil à sa candidature et dit « Le poste vient d'être pourvu ». Le panneau « Recherche employé » était toujours accroché à la fenêtre. À la station-service, le gérant dit qu'il n'embauchait pas, tout en se tenant devant un panneau indiquant « Caissier, R, recherché ». Au bistrot chez Sylvie, la propriétaire, une femme nommée Sylvie qui avait toujours été gentille, prit la candidature de Chloé, y jeta un coup d'œil et la fit glisser silencieusement sur le comptoir. « Je suis désolée, ma chérie. Je ne peux pas. » Chloé comprit qu'elle avait été mise sur liste noire. Jeudi, à l'épicerie, la carte de débit de Chloé fut refusée. Elle vérifia son application bancaire les mains tremblantes. Compte gelé. Décision de justice pour recouvrement de dettes contre la succession de Monique Duval. C'est ma mère décédée, dit Chloé à la représentante du service client au téléphone. La dette est transférée aux plus proches parents. Je suis désolée, madame. Chloé abandonna son chariot au pain, confiture, une douzaine d'œufs et sortit. Elle avait 47 € en espèces dans son portefeuille. Tout l'argent du monde. Vendredi, un avis apparut sur la porte de sa maison. Augmentation de loyer à 900 € par mois. Effet immédiat, à la discrétion du propriétaire. 30 jours pour payer ou quitter les lieux. Madame Leroy ne croisa pas le regard de Chloé quand elle vint demander des explications. Chloé s'assit sur son porche ce soir-là, fixant la forêt jusqu'à ce que sa vision se brouille. Ghost apparut tôt, arpentant la lisière des arbres, agité, sentant que quelque chose n'allait pas, « Je ne sais pas quoi faire, mon grand », murmura Chloé. « Je suis si fatiguée. » Mais Chloé Duval avait survécu à la mort de son père, aux reproches de sa mère, à 2 ans de dettes suffocantes. Elle n'avait pas traversé le pays en rampant pour laisser un tyran de village la briser. Elle postula pour des emplois dans les villes voisines, à 50, 60 km de là. Elle obtint un entretien dans un relais routier à Rennes. Service de nuit, de 23 h à 7 h. 13 € de l'heure plus les pourboires. Le trajet mangerait son budget essence, mais c'était un revenu. Elle l'accepta. La nouvelle routine faillit la tuer. Chloé conduisait 1 heure jusqu'à Rennes, travaillait 8 heures debout, conduisait 1 heure pour rentrer, arrivait à la maison à 8h30, dormait jusqu'à 16 h, s'asseyait avec Ghost à 19 h, partait pour le travail à 21h30. 5 heures de sommeil. Elle perdit encore du poids. Ses mains développèrent un tremblement, mais elle était toujours debout. Léo le remarqua. Il vit sa voiture traverser Val d'Or en direction de l'autoroute chaque nuit. Son contrôle lui échappait. Il commença à la suivre, se garant devant le café chez Marie quand Chloé s'arrêtait pour un café le matin. Il restait assis dans son 4x4 et la fixait à travers la fenêtre, le moteur grondant, s'assurant qu'elle savait qu'il la surveillait. Chloé l'ignora, ce qui l'enragea davantage. Quelque chose changea dans la ville. De petits actes de rébellion silencieuse. Le vieux Michel Bernard, 78 ans et agriculteur à la retraite, commença à s'asseoir sur le banc devant le café chaque fois que Chloé était là. Il ne lui parlait pas, mais sa présence était une déclaration claire, quelqu'un voit ce qui se passe. Madame Leroy commença à laisser des provisions sur le porche de Chloé. Des sacs anonymes contenant du pain, des œufs, des conserves de soupe. Chloé reconnut l'écriture sur les notes, d'un ami. Il n'y avait qu'un seul ami qui savait exactement ce dont Chloé avait besoin. Marie glissait des billets de 20 € dans les poches du manteau de Chloé quand elle pensait que celle-ci ne regardait pas.
La docteure Martin, la vétérinaire de Bretagne, appela un soir. J'ai entendu par le réseau vétérinaire que tu es en Provence. Ça va? Chloé avait pleuré au téléphone, pour la première fois depuis des mois. Je l'ai retrouvé. Ghost. Il a retrouvé son chemin jusqu'à moi. Certains liens transcendent la distance, dit doucement la docteure Martin. Prenez soin l'un de l'autre. 3 semaines après le début de son travail à Rennes, l'épuisement rongeait les os de Chloé. Le comportement de Ghost changea, il arpentait davantage, restait plus près de la maison, gémissait sourdement. L'instinct animal sentant le danger. Vendredi soir, Chloé termina son service à 7 heures. Elle rentra chez elle à travers la lumière rose de l'aube. Elle s'arrêta à la station-service de Val-d'Or pour faire le plein. Le 4x4 de Léo se gara derrière elle avant même que la pompe ne s'arrête. Les mains de Chloé tremblaient sur le pistolet. Léo s'approcha, se tint trop près, envahissant son espace de sa présence physique. « Tu te crois maligne, dit-il. Travailler à Rennes. Mais tu dois toujours revenir ici. Et ici, c'est moi la loi. » Chloé ne répondit pas, se concentrant sur la pompe, les chiffres qui grimpaient, le prix de la survie. Léo lui arracha le pistolet de la main. « Je te parle. » L'adolescent à la caisse regardait par la fenêtre, sans rien faire. « Lâche-moi. » La voix de Chloé resta égale. « Sinon quoi? Tu vas appeler les flics? Mon oncle? Le maire? Mon père? » Le sourire de Léo n'était que dents. « Tu n'as personne, la nouvelle. C'est ça que tu ne comprends pas. Tu es seul. » Chloé libéra le pistolet, le raccrocha, revissa son bouchon de réservoir, monta dans sa voiture. Léo donna un coup de pied dans la portière côté conducteur alors qu'elle s'éloignait, laissant une bosse dans le métal. Le cœur de Chloé ne cessa de battre la chamade pendant tout le trajet du retour. Samedi après-midi, Chloé essaya de dormir, mais ne put. Les murs se refermaient sur elle. Ses économies, le peu qu'elle avait réussi à mettre de côté, ne couvriraient pas le loyer augmenté du mois prochain. Les agences de recouvrement avaient maintenant sa nouvelle adresse. Les appels étaient quotidiens. Elle s'assit sur le porche avec un café, observant la forêt. Ghost apparut à 14 heures, 5 heures plus tôt que d'habitude. Il n'avait jamais fait ça avant. Il arpentait la lisière des arbres, le poil hérissé, incapable de se calmer. « Qu'est-ce qui ne va pas, mon grand ?» Ghost ne se calmait pas. Son anxiété la contamina. Quelque chose approchait. Ils le sentaient tous les deux. 18 heures, Chloé avait besoin de courses. Porridge, confiture, les bases qui la maintenaient en vie. Le seul magasin ouvert le samedi soir était l'épicerie du village de Val-d'Or, au centre-ville. Elle hésita à y aller, mais la faim prit la décision. 18h30, Chloé se rendit à pied à la rue principale pour économiser de l'essence. Elle acheta pour 22,87 € de nourriture. Tout était calculé, chaque centime comptait. Elle quitta le magasin alors que le soleil commençait sa descente, l'heure dorée se muant en crépuscule. Elle prit le raccourci par le parking de l'église, désert. Un chemin plus rapide pour rentrer. 3 silhouettes émergèrent de derrière l'église. Léo Moreau, Lucas Bernard, Hugo Petit. La voix de Léo résonna à travers le parking. « Tiens, regardez qui est toute seule. » Le sang de Chloé se glaça. La maison la plus proche était à 200 mètres. La forêt à 100 mètres. Elle courut vers les arbres. Les jambes plus longues de Léo comblèrent la distance. Lucas coupa à gauche, Hugo à droite, l'encerclant. Les provisions de Chloé heurtèrent le sol. Les œufs se brisèrent, le jaune s'étalant sur le bitume. Léo attrapa son bras, la tira violemment en arrière. « Arrête de courir. C'est juste une conversation. » Chloé essaya de se libérer, sa prise se resserra, ses doigts s'enfonçant assez profondément pour laisser des bleus. « Laissez-moi partir. » Léo la tira près de lui, son haleine puant l'alcool. « J'ai essayé d'être gentil, je t'ai invité à une fête, je t'ai proposé de te faire visiter. Mais tu te crois trop bien pour nous. Je voulais juste qu'on me laisse tranquille. » Léo la poussa contre un arbre. La tête de Chloé heurta l'écorce, sa vision s'embrasant de points blancs. Sa main se posa sur sa gorge, pas encore pour l'étrangler, mais la menace était claire. « C'est ma ville, mes règles.
Tu n'as pas le droit de m'ignorer. Le genou de Chloé s'enfonça dans son entrejambe. Un cours de self-défense d'une vie antérieure. La mémoire musculaire prenant le dessus. Léo se plia en deux. Chloé courut. Elle fit 10 mètres avant que Lucas ne la plaque par derrière. Chloé heurta le sol violemment, goûtant le sang là où ses dents avaient coupé l'intérieur de sa joue. Le poids de Lucas l'écrasait, ses genoux s'enfonçant dans sa colonne vertébrale. Hugo attrapa ses bras, les tordit derrière son dos. Une douleur fulgurante lui traversa les épaules. Léo se remit, le visage violet de rage. Il se tint au-dessus d'elle, leva le poing. Chloé ferma les yeux, attendit l'impact. Une seconde. Le silence tomba comme un rideau. Les oiseaux cessèrent de chanter en pleine note. 2 secondes. Le vent mourut. Même le bruissement des feuilles cessa. 3 secondes. Un grognement sourd roula à travers le parking. Profond, primal. Le son vibra dans la poitrine de Chloé. 4 secondes. Les yeux de Léo s'écarquillèrent. 5 secondes. Ghost sortit de la lisière des arbres dans la lumière déclinante. 40 kilos de loup gris se matérialisèrent, comme une créature invoquée d'un cauchemar. Son poil était hérissé, le faisant paraître massif, facilement 50 kilos de fureur et de croc. Les babines retroussées, révélant des canines de 5 cm conçues pour broyer les os. Des yeux jaunes fixés sur Léo avec une concentration prédatrice. Le grognement s'intensifia, ce n'était pas un avertissement, c'était une promesse. Lucas lâcha Chloé et recula en rampant. Putain, c'est un loup. C'est un putain de loup. Hugo lâcha ses bras, reculant vers le 4x4 de Léo. Léo, mec, faut qu'on y aille. Léo resta figé, les mains toujours levées, face au loup. 6 mètres les séparaient. Ghost s'avança, chaque pas délibéré, son poids se déplaçant, ses muscles bandés sous sa fourrure. L'approche classique d'un prédateur se rapprochant de sa proie. 5 mètres. Dégage. La voix de Léo se cassa. Dég, le grognement de Ghost s'approfondit en quelque chose qui court-circuitait les oreilles pour frapper directement la colonne vertébrale. 3 mètres. Lucas et Hugo coururent. Les portières claquèrent, les moteurs démarrèrent. Le 4x4 quitta le parking en trombe, laissant Léo seul avec le loup et la fille qu'il avait essayé de blesser. Rappelle-le. La bravade de Léo s'effrita. Rappelle ton chien. Chloé se releva sur des bras tremblants. Ce n'est pas un chien. Et il ne m'appartient pas. Ghost tourna lentement autour de Léo, testant, évaluant, cherchant une faiblesse. Léo pivota, essayant de garder le loup en face de lui. Mais Ghost se déplaçait avec une précision fluide, restant toujours juste hors de portée, toujours en contrôle. Léo chercha son téléphone en tâtonnant. Ghost bondit en avant, n'attaquant pas, avertissant. Ses crocs claquèrent à 15 cm de la jambe de Léo. Le téléphone tomba sur le bitume. Léo hurla. Une tache humide s'étendit sur son jean. L'odeur âcre de l'urine emplit l'air. S'il vous plaît, sanglota Léo. S'il vous plaît, je suis désolé. L'attention de Ghost ne faiblit jamais. Tout son corps irradiait une intention létale. Une morsure à la gorge. C'est tout ce qu'il faudrait. Chloé retrouva ses pieds. Ghost. Non. L'oreille du loup tressaillit vers sa voix, mais ses yeux restèrent fixés sur Léo. Chloé s'avança sur des jambes qui menaçaient de céder. Ghost, regarde-moi. La tête du loup tourna légèrement. Des yeux jaunes rencontrèrent les siens. Chloé s'approcha, se plaça entre Ghost et Léo, face au loup. Sa main toucha sa tête, ses doigts s'enfonçant dans l'épaisse fourrure. Il n'en vaut pas la peine, mon grand. Tu vois, je vais bien. Ghost se blottit contre son contact, confus par les ordres contradictoires. Protéger, reculer, protéger, reculer. Derrière Chloé, Léo émit un son d'étouffement. Elle jeta un coup d'œil en arrière. Il était tombé à genoux, fixant la patte arrière droite de Ghost, la boiterie. Oh mon Dieu! La voix de Léo était creuse. Oh non, c'est toi. L'estomac de Chloé se retourna. Quoi? Léo ne pouvait pas détacher son regard de la patte cicatrisée de Ghost. Il y a 3 ans, en hiver, mon grand-père m'a emmené poser des pièges. Il disait que ça ferait de moi un homme.
Les mains de Chloé se crispèrent dans la fourrure de Ghost. On a posé des pièges sur les terres de la forêt domaniale. C'était illégal. Mais papy disait que personne ne vérifierait. Les mots de Léo se déversaient, une confession coulant comme du poison d'une blessure. Un matin, on a vérifié les pièges. On a trouvé un louveteau, peut-être de 4, 5 mois. Pris par la patte arrière. Le monde bascula. La vision de Chloé se rétrécit en un point. Papy a dit, tue-le, abrège ses souffrances. Mais il m'a regardé avec ses yeux et je n'ai pas pu. La voix de Léo se brisa. Alors je l'ai laissé là. J'ai dit à papy que le piège était vide. Je pensais que quelqu'un d'autre le trouverait, ou qu'il mourrait vite. La voix de Chloé sortit, glaciale. Quelqu'un l'a trouvé. En Bretagne. À 3000 kilomètres d'ici. Les mains de Chloé tremblaient de rage. Je l'ai trouvé dans un fossé, la patte mutilée, presque mort d'hémorragie et de choc. J'ai dépensé chaque centime que j'avais pour le sauver, je l'ai soigné, je l'ai nourri, je l'ai aimé. Puis je l'ai ramené ici pour qu'il puisse être libre. Le visage de Léo s'effondra comme du papier mouillé. Et toi, la voix de Chloé s'éleva, tu l'as laissé mourir dans l'agonie. Un bébé, seul et terrifié. Tu as choisi de te sauver toi-même au lieu de faire ce qui était juste. J'avais 21 ans, j'étais stupide. Papy m'aurait battu si je l'avais laissé partir. Tu as fait un choix, le coupa Chloé. Tu as choisi la cruauté plutôt que le courage. Léo tendit la main vers Ghost. Je suis désolé. Je suis tellement, Ghost gronda, les crocs découverts, le son déchirant venant du plus profond de sa poitrine. Léo recula brusquement. Chloé le sentit alors. La reconnaissance. Ghost connaissait l'odeur de Léo. L'avait toujours connu. Il avait observé Léo terroriser Chloé pendant des semaines, reconnaissant l'humain qu'il avait laissé pour mort. Et Ghost avait quand même fait preuve de retenue, avait protégé Chloé sans tuer, avait été plus clément que Léo ne le méritait. Des phares balayèrent le parking. La voiture de gendarmerie du gendarme Vidal arriva, suivie du SUV noir du maire Jean Moreau. Quelqu'un avait appelé depuis le 4x4 de Léo. Le gendarme Vidal sortit, la main se dirigeant vers son arme en voyant le loup. Au nom de Dieu, le maire Moreau émergea du SUV, son costume coûteux parfaitement repassé même un samedi soir. Léo, éloigne-toi de cet animal. Le gendarme Vidal dégaina son arme, la pointa sur Ghost. Madame, éloignez-vous du loup, maintenant. Chloé se plaça devant Ghost, les bras écartés. Non. C'est un animal dangereux. Il me protège. La voix de Chloé porta à travers le parking. De votre neveu et de son fils. Le visage du maire Moreau s'assombrit. C'est absurde. Léo venait de m'agresser. 3 contre 1. Chloé montra sa veste déchirée, sa lèvre en sang. Les provisions éparpillées sur le bitume. Vous voulez savoir ce qui s'est passé? Léo et ses amis m'ont attaqué et Ghost les a arrêtés. Le gendarme Vidal baissa légèrement son arme. Léo ne pouvait cesser de fixer Ghost. Les mots sortirent, déconnectés, comme dans un rêve. C'est le loup que j'ai piégé. Celui de Bretagne. Un silence tomba sur le parking. De quoi parles-tu? La voix du maire Moreau contenait un avertissement. Papy Moreau, il m'a emmené piégé. L'hiver 2018. On a attrapé ce loup. Je l'ai laissé mourir dans le piège. Les yeux de Léo étaient vitreux. Elle l'a sauvé. Elle a dépensé son argent pour ses études pour le sauver. Et moi je l'ai terrorisé. D'autres véhicules arrivèrent. La camionnette de Michel Bernard. Marie Dubois dans sa voiture citadine. Madame Leroy. Une petite foule se formait, attirée par l'agitation. Tous entendirent la confession de Léo. La mâchoire du maire Moreau se crispa. Léo, tais-toi. Nous allons régler ça en privé. Non. Léo se leva sur des jambes tremblantes. Fini la justice privée des Moreau. Je l'ai agressé. Il regarda le gendarme Vidal. Arrêtez-moi. Ne sois pas ridicule, claqua le maire. Je ne suis pas ridicule. Je suis honnête pour la première fois de ma vie. Léo se tourna vers Chloé. Je suis désolé pour tout. Pour il y a 3 ans, pour ces dernières semaines,
pour avoir été un monstre. Le gendarme Vidal rengaina son arme, sortit un carnet. Mademoiselle Duval, vous voulez porter plainte? Chloé regarda Léo, vit un homme brisé, pas un tyran. Vit quelqu'un se noyant dans une cruauté héritée, refaisant enfin surface pour respirer. Elle regarda Ghost, ses yeux jaunes loyaux faisant entièrement confiance à son jugement. Je veux qu'il se fasse aider, dit Chloé doucement. Une vraie aide. Pas la prison, pas les avocats de papa. Une thérapie, un centre de rééducation, tout ce dont il a besoin pour arrêter de faire du mal aux gens. Les yeux de Léo s'écarquillèrent avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Et je veux qu'il me laisse tranquille. Pour toujours. Oui. Léo hocha la tête frénétiquement. Oui, je le ferai. Je le promets. Chloé se tourna vers le maire Moreau. Et vous? Vous allez appeler ma propriétaire. Appelez Marie. Appelez tous ceux sur qui vous avez fait pression. Baissez le loyer à ce qu'il devrait être. Rendez-moi mes heures. Laissez-moi tranquille. Le visage du maire devint rouge. Vous ne pouvez pas, Jean. Michel Bernard s'avança de la foule. Tout le village regarde. Qu'est-ce que ça va être? Tu vas continuer à protéger les tyrans, ou tu vas faire ce qui est juste? La foule murmura son accord. Marie croisa les bras. Madame Leroy hocha la tête. Même certains des anciens amis de Léo dans le rassemblement semblaient honteux. Les épaules du maire Moreau s'affaissèrent. D'accord. Le gendarme Vidal se tourna vers Chloé. Et pour le loup? L'Office français de la biodiversité, OFB, voudra enquêter. Un loup sauvage si près de la ville, il n'est pas près de la ville. Il vit dans la forêt domaniale, la voix de Chloé resta ferme. Il est sauvage. Ni pucé, ni bagué. Il a juste entendu son ami en danger. C'est tout. Ghost, comme s'il comprenait, se tourna vers la lisière des arbres. Il s'arrêta, regarda Chloé. Leurs yeux se rencontrèrent. Un moment de parfaite compréhension passa entre les deux survivants. « Vas-y, mon grand », murmura Chloé. « Je suis en sécurité maintenant. » Ghost s'enfonça dans les ombres en boitant. En quelques secondes, la forêt l'avala, comme s'il n'avait jamais été là. Chloé resta seule sur le parking, entourée des habitants, le corps tremblant du contre-coup de l'adrénaline, le goût du sang sur sa lèvre, des bleus se formant sur ses bras, ses provisions détruites sur le bitume, mais vivantes. Toujours debout. Le bras de Marie s'enroula autour des épaules de Chloé. « Viens, ma petite. On va te faire rentrer. Te nettoyer. » Tandis que Marie l'emmenait, Chloé entendit la voix de Michel Bernard. Douce mais portant. 60 ans dans ces collines. Jamais rien vu de tel. La nature sauvage reconnaît la gentillesse quand elle la voit. Chloé laissa Marie la guider jusqu'au café. Laissa la femme plus âgée nettoyer ses blessures, lui faire un thé, l'envelopper dans une couverture. Se laissa prendre en charge. Pour la première fois en 3 ans, Chloé Duval n'était pas seule. Et quelque part dans la forêt, un loup gris avec une boiterie en cours de guérison s'installa pour se reposer. Sa dette envers la fille qui l'avait sauvée, enfin remboursée. Dimanche matin, Chloé se réveilla dans la chambre d'amis de Marie, son corps hurlant de douleur. Chaque muscle était endolori. Sa lèvre avait enflé pendant la nuit, violette et sensible. Des ecchymoses fleurissaient sur ses bras en forme de doigts. La prise de Lucas, les mains d'Hugo. La violence de Léo, peinte sur sa peau. Marie apporta du café, des œufs et du pain grillé sur un plateau. Mange tout. Chloé essaya, son estomac noué rejetant la nourriture. Mais Marie resta là, les bras croisés, jusqu'à ce que Chloé parvienne à manger la moitié des œufs et un morceau de pain grillé. Michel Bernard a appelé ce matin, dit Marie. Tout le monde en ville sait ce qui s'est passé. Et Chloé, ma chérie, ils sont de ton côté. Je ne veux pas être quelqu'un que les gens plaignent. Pas de la pitié, du respect. Marie s'assit sur le bord du lit. Tu as tenu tête aux Moreau. Personne n'a fait ça depuis 20 ans. Lundi. Madame Leroy apparut à la porte de la maison avec une enveloppe. Ses mains tremblaient en l'attendant. Le loyer baisse à 500 €, ce qu'il aurait dû être depuis le début. Le prix initial avant que Jean Moreau me dise de l'augmenter. Des larmes striaient le visage de la vieille femme. Et ça c'est un remboursement.
400 € pour les surfacturations de ces derniers mois. S'il vous plaît, pardonnez la lâcheté d'une vieille femme. Chloé prit l'enveloppe, hocha la tête. Madame le roi partit en pleurant. Mardi, Chloé retourna au café chez Marie. Horaire complet rétabli, augmentation à 13 € de l'heure. Tu l'as mérité, dit Marie quand Chloé protesta. La meilleure employée que j'ai jamais eue. J'aurais dû te payer ça depuis le début. Les clients réguliers laissaient de plus gros pourboires, des mots gentils. Un homme, un étranger de passage, s'arrêta au comptoir. J'ai entendu ce qui vous est arrivé. Vous êtes courageuse, gamine. Chloé ne se sentait pas courageuse. Elle se sentait vidée, comme si quelqu'un avait plongé la main en elle et avait tout arraché de vital, ne laissant que la coquille. Mercredi, une lettre arriva. Adresse de l'expéditeur, Bretagne. Clinique vétérinaire de la docteure Valérie Martin. Chloé l'ouvrit les mains tremblantes. À l'intérieur, une coupure de presse du journal de Val d'Or, un petit article sur l'incident du loup. Quelqu'un devait l'avoir envoyé à la vétérinaire. La note de la docteure Martin était manuscrite, Chloé. Je me suis toujours demandé ce qui était arrivé à ce louveteau. Maintenant je sais. Il a retrouvé son chemin jusqu'à vous. Certains liens transcendent la distance. 6 juin un chèque de 2400 €. Le montant exact que vous avez payé pour le sauver il y a 3 ans. Considérez cela comme une remise de dette. Vous avez tout donné pour cet animal. Il vous a rendu l'appareil. Vous méritez tous les deux mieux que le sort qui vous a été réservé. Prenez soin l'un de l'autre. Avec admiration. Valérie Martin. Chloé pleura pour la première fois depuis l'attaque. Pas des larmes de tristesse. Des larmes de gratitude pour la gentillesse d'une étrangère qui traversait 3000 kilomètres. Jeudi soir. 19h, 20h, 21h, 22h. Chloé s'assit sur son porche, attendant. Ghost n'apparut pas. La lisière de la forêt resta vide. Chloé se dit qu'il allait bien. Qu'il était sauvage. Qu'il avait sa propre vie, son propre territoire. Mais sa poitrine se serra d'une peur qu'elle ne pouvait nommer. Vendredi, toujours pas de Ghost. Samedi, Chloé marcha jusqu'à la lisière de la forêt, appela doucement, « Ghost mon grand, tu es là ». Seul le vent dans les pins répondit. Elle retourna à la maison, incapable de dormir. L'inquiétude lui rongeait les os. Dimanche matin, exactement une semaine après l'attaque, quelqu'un frappa à sa porte avant l'aube. Michel Bernard se tenait sur le porche, son visage buriné et sombre. « Mademoiselle Chloé, il faut que vous veniez avec moi. » Le cœur de Chloé tomba dans son estomac. « Qu'est-ce qui ne va pas ? » « J'ai trouvé quelque chose dans les bois, sur ma propriété, près de la limite avec la forêt domaniale. » Il n'osa pas la regarder dans les yeux. « Venez voir par vous-même. » Chloé attrapa sa veste, le suivit jusqu'à sa camionnette. Ils roulèrent dans une brume éternelle, puis marchèrent un demi-kilomètre sur les terres de Bernard, à travers des pins qui sentaient la sève et la terre, par-dessus un ruisseau, l'eau froide se précipitant sur des pierres lisses. « Monsieur Bernard, c'est Ghost ? » « Attendez. » Ils atteignirent une petite clairière. Chloé vit une fourrure grise et se mit à courir. Ghost gisait sur le flanc, sa respiration faible et laborieuse, une blessure par balle à l'épaule gauche. Le sang avait emmêlé sa fourrure, taché le sol sous lui, sombre et humide. Non. Chloé tomba à genoux à côté de lui. Non. 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 Les yeux de Ghost s'ouvrirent. La virent. Sa queue frappa une fois le sol. Faiblement, mais délibérément. Les mains de Chloé planaient au-dessus de lui, craignant de le toucher, craignant de causer plus de douleur. Qui a fait ça ? Qui lui a tiré dessus ? Bernard s'agenouilla à côté d'elle, examinant la blessure avec l'œil exercé d'un homme qui avait été agriculteur pendant 50 ans. Des braconniers. J'ai des problèmes avec eux depuis des mois. Les gardes-chasse le savent, mais ils sont difficiles à attraper. Ils travaillent la nuit. Pas de permis, pas d'étiquette. Il étudia la blessure de Ghost de plus près. La balle a manqué les organes vitaux, mais il a perdu beaucoup de sang. Il est là depuis peut-être 2 jours, d'après les traces. Il faut l'emmener chez un vétérinaire. Il faut le sauver. La voix de Bernard était douce. Chloé, c'est un loup sauvage.
Tout vétérinaire doit signaler une blessure par balle à l'OFB. Ils voudront le déplacer, le pucer, l'emmener loin d'ici. Chloé regarda Ghost. Ses yeux jaunes fixés sur les siens, lui faisant entièrement confiance. Le loup qui lui avait sauvé la vie. Qui avait traversé 3000 km d'instinct et de mémoire pour la retrouver. Qui avait fait preuve de pitié envers Léo alors que le tuer aurait été justifié. Je m'en fiche. La voix de Chloé se brisa. Je ne le laisserai pas mourir. Pas après tout ça. Pas après qu'il m'ait sauvé. Elle se pencha près de Ghost, murmura contre sa fourrure, « Je ne t'abandonne pas, mon grand. » Plus jamais. Bernard hocha lentement la tête. « Je vais chercher ma camionnette. » 10 minutes plus tard, Bernard revint avec son pick-up et des couvertures. Ensemble, lui et Chloé soulevèrent Ghost aussi doucement que possible. Le loup gémit, mais ne mordit pas, ne se débattit pas. Une confiance absolue, même dans l'agonie. Ils le déposèrent dans la benne sur des couvertures douces. Chloé monta avec lui, cala sa tête sur ses genoux. « Reste avec moi, s'il te plaît. Ghost, reste avec moi. » Bernard conduisit vite mais prudemment. 50 km jusqu'à la grande clinique vétérinaire. Le docteur Stéphane Garnier, 55 ans et expérimenté avec la faune sauvage, jeta un coup d'œil et comprit. C'est un loup. Il est en train de mourir. La voix de Chloé était ferme, malgré les larmes qui coulaient sur son visage. S'il vous plaît. Le docteur Garnier hésita. Bernard s'avança. Stéphane, tu me connais depuis 30 ans. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. Quelque chose passa entre les deux hommes. Garnier hocha la tête. Salle d'examen 3. Amenez-le. Ghost fut placé sur la table d'examen. Le docteur Garnier travailla avec une vitesse efficace. Il posa une perfusion, administra des antibiotiques, examina la plaie. La balle est passée de part en part. C'est bien. Mais l'infection s'installe, c'est le danger maintenant. Il regarda Chloé. Chirurgie pour nettoyer la plaie. Antibiotiques par 4 pendant 48 heures. Surveillance. Environ 3500 €. Le visage de Chloé devint blanc. Elle avait peut-être 800 € sur son compte, même avec le chèque de la docteure Martin déposé. Combien pouvez-vous donner? Je vais trouver. Je vais me débrouiller. Bernard sortit son portefeuille. Je couvre tout. Monsieur Bernard. Je ne peux pas, Michel. Juste Michel. Et si, tu peux. Sa voix était ferme mais gentille. Un vieil homme comme moi, sans enfant. L'argent ne fait que dormir. Ma femme, elle est décédée il y a 5 ans. Elle disait toujours, les anges se présentent sous des formes inattendues. L'opération dura 3 heures. Chloé fit les 100 pas dans la salle d'attente, creusant un chemin dans le lino. Bernard apporta du café qu'elle ne put boire. Finalement, le docteur Garnier sortit, sa blouse tachée de sang. Il est stable. Une constitution solide. Un instinct de survie comme je n'en ai jamais vu. Les genoux de Chloé cédèrent de soulagement. Puis-je le voir? Il sera sous sédatif pendant un moment. Mais oui. Ghost gisait sur un grand tapis matelassé dans la salle de réveil. Des bandages entouraient son épaule, une perfusion dans sa patte avant. Sa respiration était lente, régulière. Chloé s'assit à côté de lui et posa sa main sur sa tête. Tu m'as sauvé. Maintenant, je te sauve à nouveau. Nous sommes quittes. L'oreille de Ghost tressaillit. Même sous sédatif, noyé dans les médicaments, il savait qu'elle était là. 3 jours après l'opération de Ghost, Chloé logeait dans la maison d'amis du domaine agricole de Michel Bernard, un petit gîte sur sa propriété. C'était plus près de la clinique vétérinaire, à seulement 15 minutes au lieu de 45. Elle rendait visite à Ghost 2 fois par jour, observant son rétablissement remarquable. Il mangeait, se tenait debout, et remuait même la queue quand elle entrait dans la pièce. Le docteur Garnier secouait la tête avec admiration. Encore une semaine et il pourra être relâché. Je n'ai jamais rien vu de tel, Chloé retourna à sa maison cet après-midi-là pour prendre plus de vêtements. La boîte aux lettres au bord de la route contenait une seule enveloppe, réexpédiée de son ancienne adresse en Bretagne. Le cachet de la poste datait de 18 mois.
Adresse de l'expéditeur, service de redirection du ministère de la Justice. Les mains de Chloé tremblaient en reconnaissant l'écriture. L'écriture de sa mère. Elle s'assit dans sa voiture et l'ouvrit avec des doigts tremblants. « Ma très chère Chloé », commençait la lettre. La vision de Chloé se brouilla immédiatement. « Si tu lis ceci, c'est que cette lettre t'a trouvé. J'en ai envoyé 3 autres. Je ne sais pas si tu les as reçues. Ton téléphone tombe directement sur la messagerie. Je ne te blâme pas de ne pas vouloir avoir de mes nouvelles. Je dois dire ce que j'aurais dû dire aux funérailles de ton père. À l'hôpital, chaque jour depuis. Je suis désolé. Tu n'as pas tué ton père. Un chauffard ivre a tué ton père. Que tu veuilles voir une université, construire un avenir, ce sont des choses merveilleuses. Ton père était si fier. Cette fierté ne l'a pas tué. Chloé. Un accident l'a tué. Mon chagrin m'a fait te blâmer. Et c'était mon péché, pas le tien. Je suis en thérapie depuis 6 mois maintenant. Le docteur dit que j'ai un deuil compliqué, une dépression. Je travaille dessus. Je veux être la mère que tu mérites. J'ai vendu la maison. Payé les factures médicales. Il y a 50 000 € de l'assurance vie de ton père. Je te l'ai caché parce que j'étais en colère et cruel. Je te le donne maintenant. C'est à toi. C'était toujours destiné à ton éducation. À ton avenir. Je ne sais pas si tu peux me pardonner. Je ne sais pas si je le mérite, mais je t'aime. Je n'ai jamais cessé. J'ai juste oublié comment le montrer. Rentre à la maison. S'il te plaît, laisse-moi essayer à nouveau. Tout mon amour, maman. 6 juin se trouvait un chèque de 50 000 €. Chloé glissa sur le siège de la voiture jusqu'à être assise par terre, la lettre serrée dans ses mains tremblantes. La lettre avait été écrite il y a 18 mois. Sa mère avait essayé de la joindre, était désolée, l'avait aimée. Et Chloé ne l'avait jamais su. Elle avait changé d'adresse trop souvent, fuyant les agences de recouvrement et les souvenirs. Les lettres avaient été perdues dans des erreurs de réexpédition, renvoyées à l'expéditeur, enterrées dans des systèmes bureaucratiques. Derrière la première lettre, Chloé trouva une autre enveloppe. Écriture différente, officielle. Papier en tête de l'hôpital général de Bretagne, daté de 6 mois. Chère mademoiselle Chloé Duval, conformément aux réglementations sur la confidentialité médicale et en tant que plus proche parent, nous vous notifions l'admission de votre mère, Monique Duval, à l'hôpital général de Bretagne le 15 mars 2024. Madame Duval a subi un arrêt cardiaque et a été déclarée décédée à son arrivée. Les services d'urgence ont été contactés mais la réanimation a été infructueuse. Veuillez nous contacter concernant les arrangements funéraires et les effets personnels. Chloé cessa de respirer. Sa mère était morte il y a 6 mois. Pendant que Chloé était en Provence, s'épuisant au travail, construisant des murs autour de son chagrin. Sa mère était morte et Chloé ne l'avait pas su, n'avait pas été là, n'avait pas dit au revoir. Une liste d'effets personnels était incluse. L'alliance, un portefeuille contenant une photo de Chloé à 12 ans, et une autre enveloppe marquée « À ma fille, si je ne m'en sors pas ». Une copie scannée était incluse. Les mains de Chloé tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine la déplier. « Chloé, si tu lis ceci, je suis partie. J'ai une maladie cardiaque. Le médecin dit que ça peut arriver à tout moment. J'avais peur de te le dire. Je ne voulais pas que tu portes plus de culpabilité. Je veux que tu saches que je t'ai pardonné il y a des années. Il n'y avait rien à pardonner. Tu n'as jamais été à blâmer. J'étais malade, brisé. Et je t'ai brisé. Je suis tellement désolé. L'argent est sur un compte au Crédit Agricole. Le numéro de compte suit. Il est à toi. Tout. Vis, Chloé, s'il te plaît, vis. Pas seulement survivre. Mais vivre. Ris. Aime. Prends des risques. Fais des erreurs. Sois jeune. Je t'ai volé ces années. Reprends-les. Je retrouverai ton père. Je lui dirai que tu vas bien. Je lui dirai qu'il serait fier. Tu as été la meilleure chose que j'ai jamais faite. Je t'aime, ma chérie. Toujours. Maman. Le cri de Chloé jaillit de quelque part de profond et primal. Elle sanglota sur le sol de sa voiture, des années de chagrin,
de culpabilité et de rage se déversant. Sa mère l'avait aimée, lui avait pardonné, avait essayé de la joindre. Et Chloé s'était coupée du monde. Convaincue qu'elle n'était pas aimée, pas désirée, blâmée. Michel Bernard la trouva une heure plus tard, toujours par terre, entourée de lettres froissées, pleurant si fort qu'elle ne pouvait plus respirer. Il ne posa pas de questions, il la serra simplement dans ses bras pendant qu'elle se brisait, comme personne ne l'avait tenue depuis 3 ans. Elle m'aimait, haleta Chloé entre deux sanglots. Elle m'aimait et je ne l'ai jamais su. Elle savait que tu l'aimais aussi, dit doucement Bernard. C'est ce qui compte. Le lendemain matin, le gendarme Vidal se présenta au domaine agricole de Bernard, demandant à parler à Chloé. Bernard commença à refuser, mais Chloé l'arrêta. C'est bon. Je vais lui parler. Ils s'assirent sur le porche. Vidal avait l'air mal à l'aise, son képi entre les mains. On a trouvé qui a tiré sur votre loup. Le sang de Chloé se glaça. Léo? Non, pas Léo. Vidal marqua une pause. Le grand-père de Léo. L'ancien gendarme Moreau. Chloé le fixa. Léo est venu à la gendarmerie il y a 3 jours, a remis le fusil de chasse de son grand-père, nous a demandé de faire un test balistique. La mâchoire de Vidal était serrée. Ça correspond au fragment de balle que le docteur Garnier a retiré de votre loup. L'histoire sortit par bribes. Le grand-père de Léo braconnait illégalement depuis des années, chassant sur les terres de la forêt domaniale. Pas de permis, pas d'étiquette. Par orgueil et défi face à l'âge. Quand il avait vu Ghost près de la maison de Chloé, il avait reconnu le loup à sa boiterie distinctive. Celui qui s'était échappé il y a 3 ans. Il lui avait tiré dessus par dépit. Ne l'avait jamais signalé. Avait supposé que le loup était parti mourir dans son coin. Léo portait un micro, continua Vidal. Il a fait avouer son grand-père. Nous avons des enregistrements du vieil homme admettant des années de piégeage et de braconnage illégaux, se vantant d'avoir tiré sur ce loup qui a ruiné le nom des Moreau. L'ancien gendarme Moreau avait été arrêté. Accusation nationale pour braconnage sur des terres domaniales. Quand son fils, le maire Moreau, avait dû choisir entre son père et son propre fils, il avait choisi son père. Léo avait été déshérité. Où est Léo maintenant? Demanda doucement Chloé. Il est entré dans un centre de rééducation à Bordeaux. L'adresse est là si vous voulez écrire. Vidal lui tendit un bout de papier. Il m'a dit de vous dire qu'il est désolé, qu'il ne vous dérangera plus jamais. Il vend son 4x4, ses fusils, tout. Il donne l'argent à des programmes de conservation de la faune. Vidal se leva pour partir, puis se retourna. Pour ce que ça vaut, je pense que vous avez changé ce garçon. Vous lui avez montré qu'il y a une autre façon d'être fort. Chloé resta assise avec le papier entre les mains longtemps après le départ de Vidal. 3 vérités en 24 heures. Sa mère l'avait aimé. Sa mère lui avait laissé de l'argent pour construire une vie. Et Léo, le tyran qui l'avait terrorisé, avait dénoncé son propre grand-père pour arranger les choses. Le monde n'était pas noir et blanc. Tout le monde portait un fardeau invisible. Les gens pouvaient être brisés et choisir quand même de guérir. Chloé se rendit en ville, alla à la banque, fournit les informations de compte de la lettre de sa mère. Le directeur, qui avait entendu les rumeurs du village sur la situation de Chloé, consulta le compte. « Oh, ma petite, ça vous attendait. 50 000 euros, vérifiés. Transférés sur le compte de Chloé. » Chloé s'assit dans sa camionnette devant la banque et pleura à nouveau. Des larmes différentes cette fois. Pas de chagrin, pas de douleur. Une libération. Elle pouvait rembourser chaque centime de dette, finir ses études, respirer sans le poids écrasant de la noyade financière. Pour la première fois en 3 ans, elle pouvait vraiment respirer. Mais l'argent ressemblait à de l'argent du sang, comme si la vie de sa mère avait été échangée contre la liberté de Chloé. Chloé se rendit à la clinique du docteur Garnier. Ghost était assez bien pour recevoir des visites maintenant. Elle s'assit avec lui sur le sol de la salle de réveil, sa tête reposant sur ses genoux. « Tout a changé, mon grand », murmura-t-elle. « Maman m'aimait. Elle m'a toujours aimé. Et elle nous a laissé de l'argent. De l'argent pour vivre. Je peux rester en Provence. Je peux finir mes études. Je peux vraiment avoir un avenir. » La queue de Ghost remua lentement. Chloé rit à travers ses larmes. Un son vrai, authentique.
On va s'en sortir. Tous. Elle pouvait enfin le voir. Pas seulement la survie, mais la vie. Une vraie vie avec des possibilités, de l'espoir et un lendemain. Le dernier cadeau de sa mère, la permission de vivre. 3 mois plus tard, décembre arriva en Provence avec un froid cristallin et des étoiles infinies. Chloé se tenait devant le bureau des admissions de l'université de Rennes. Papier d'inscription en main. Statut d'étudiante à temps partiel, licence de psychologie. Elle voulait aider les gens qui se sentaient comme elle s'était sentie, seuls, en train de se noyer, convaincus qu'ils n'étaient pas aimables. La dette avait disparu. Chaque centime remboursé. 30 000 € restaient sur son compte, assez pour les frais de scolarité, les frais de subsistance, une marge de manœuvre. Elle travaillait toujours au café chez Marie, mais par choix maintenant, pas par désespoir. Employée à temps plein à 13 € de l'heure, mutuelle incluse. Madame Leroy avait rénové la maison correctement, nouvelles fenêtres, porche réparé, chauffage fonctionnel. 500 € par mois, un prix juste. C'était comme chez elle maintenant. Chloé avait acheté de vrais meubles, accroché des rideaux, planté des herbes dans des jardinières. De petits actes de permanence. Ghost avait été relâché dans la nature 2 semaines après son opération, complètement guéri, à l'exception d'une nouvelle cicatrice sur son épaule pour accompagner l'ancienne sur sa patte. Il retournait à la maison de Chloé chaque soir à 19 h, amenant parfois sa meute. 4 autres loups. Ghost avait trouvé une famille dans la nature. Chloé laissait de la nourriture et de l'eau, mais n'essayait jamais de les toucher ou de les apprivoiser. Leur relation avait évolué en quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Un respect mutuel, un lien éternel. La compréhension que certaines connexions transcendent les espèces et la logique. L'OFB connaissait l'existence de Ghost, mais fermait les yeux. Loup sauvage, non captif, avait-il écrit dans leur rapport. Aucune infraction observée. La communauté avait changé aussi. Les gens saluaient Chloé par son nom, l'invitaient à des repas partagés et aux conseils municipaux. Michel Bernard la traitait comme la petite fille qu'il n'avait jamais eue. Marie s'occupait d'elle comme une mère. Madame Leroy cuisinait des tartes tous les dimanches et les laissait sur le porche de Chloé. Chloé appartenait à un endroit pour la première fois en 3 ans. Elle voyait une thérapeute à Rennes tous les mardis, la docteure Sandrine Lefebvre, une femme dans la quarantaine spécialisée dans le deuil et les traumatismes. Elle travaillait sur la culpabilité de Chloé, la mort de sa mère, les années passées à se croire responsable de l'accident de son père. Survivre n'est pas s'épanouir, dit la docteure Lefebvre lors d'une séance. Vous avez été en mode survie si longtemps que vous avez oublié ce que c'est que de vivre. Chloé apprenait. Les petites joies. Un chocolat chaud les matins froids, le poids d'un bon livre, le soleil du matin à travers des fenêtres propres. Elle les remarquait maintenant, au lieu de traverser la vie comme un fantôme. Mi-décembre, un colis arriva. Adresse de l'expéditeur, Bordeaux, Nouvelle-Aquitaine. Le centre de rééducation de Léo. Chloé hésita à l'ouvrir pendant 2 jours. Finalement, elle le fit. À l'intérieur se trouvait une courte lettre manuscrite. Chloé, je ne m'attends pas à ce que tu lises ceci. Je ne m'attends pas à ce que ça t'intéresse, mais je devais essayer. Je suis sobre depuis 90 jours. En thérapie. J'apprends pourquoi je fais du mal aux gens. J'apprends que ça n'excuse pas ce que j'ai fait. Mais ça m'aide à ne pas le refaire. Je t'ai fait du mal, je t'ai terrorisé, j'aurais pu te tuer. Je porterai ça pour toujours. Mais j'ai aussi besoin que tu saches que tu m'as sauvé. Ça semble fou, mais c'est vrai. Tu m'as montré à quoi ressemble la vraie force. Pas la violence, pas le contrôle. Juste rester ferme, être bon quand il serait plus facile de ne pas l'être. Je ne reviendrai jamais à Val d'Or. Je recommence ailleurs. Je construis quelque chose de différent. Peut-être que j'échouerai. Probablement. Mais j'essaie. Merci de ne pas avoir porté plainte. Merci d'avoir laissé Ghost m'épargner la vie. Ça semble dramatique. Mais c'est vrai. J'ai vu ma mort dans ses yeux. Et tu l'as arrêté. J'espère que tu es heureuse. J'espère que Ghost est sauvage et libre. J'espère que tu as trouvé la paix. Tu méritais mieux que la façon dont je t'ai traité. Tu mérites tout ce qu'il y a de bon. Je suis désolé. Tellement désolé. Léo. Chloé ne répondit pas,
mais elle ne jeta pas la lettre non plus. Elle l'a mis dans un tiroir avec les lettres de sa mère. Peut-être qu'un jour elle répondrait. Peut-être pas. Quoi qu'il en soit, ce chapitre était clos. En thérapie, Chloé demanda, dois-je lui pardonner? Le pardon est pour toi, pas pour lui, dit la docteure Lefebvre. Quand tu seras prête. Je ne suis plus en colère. Est-ce que ça compte? La docteure Lefebvre sourit. Ça compte. Le réveillon de Noël arriva, froid et clair. Marie ferma le café pour une réunion privée. 20 personnes s'entassèrent dans le petit espace. Bernard, Madame Leroy, le docteur Garnier, le gendarme Vidal, et d'autres qui étaient devenus la famille choisie de Chloé. Un repas partagé couvrait chaque surface, dinde rôti, jambon, gratin, 3 sortes de tartes différentes. Plus de nourriture qu'ils ne pourraient jamais manger. Les rires et les histoires remplissaient l'air de chaleur. Chloé était assise entre Bernard et Marie, se sentant entourée d'un amour qu'elle n'avait jamais espéré trouver. Bernard se leva son verre. La pièce se tut. Il y a 60 ans, Maëma, c'était aussi le nom de ma femme, m'a dit que ce village était spécial parce que nous prenions soin des nôtres. Sa voix s'épaissit. J'avais oublié ça pendant un moment. Nous l'avions tous oublié. Laissant la peur, l'argent et le pouvoir faire de nous des lâches. Il regarda Chloé. Cette jeune femme nous a rappelé qui nous sommes censés être. Elle nous a montré que la force n'est pas le contrôle. C'est l'endurance. C'est garder son cœur tendre quand le monde essaie de l'endurcir. Il leva son verre plus haut. À Chloé Duval, qui a sauvé un loué, ce faisant, nous a sauvés. À Chloé, fit écho la pièce. Chloé pleura et sourit en même temps. Puis vinrent les cadeaux. Marie présenta une enveloppe. À l'intérieur, un acte de propriété. Qu'est-ce que c'est? Demanda Chloé. Le café. Je prends ma retraite. Tu le rachètes. Je ne peux pas me le permettre, pour 1 euro. Et tu me gardes comme pâtissière. Je ne suis pas prête à arrêter complètement. Chloé était sans voix. Madame Leroy lui donna une carte cadeau pour le magasin de meubles. Fais de cette maison un vrai foyer. Le docteur Garnier lui tendit une carte. Soins vétérinaires gratuits pour Ghost ou toute autre bête sauvée, pour toujours. Le gendarme Vidal, maladroit mais sincère, présenta une sculpture sur bois qu'il avait faite lui-même, un loup en pleine course, détaillé et magnifique. Mon passe-temps. Je l'ai fait pour vous. D'autres offrirent des cadeaux pratiques, des livres, des chaussettes chaudes, des choses données avec amour. Chloé se sentit submergée, s'excusa, sortit dans l'air froid de décembre. Les étoiles brillaient au-dessus, éclatantes et infinies. Elle respira profondément, digérant tout. Un mouvement à la lisière de la forêt attira son œil. Ghost émergea des arbres, sa meute derrière lui. 6 loups au total. Ils s'assirent à la lisière, observant. La vapeur s'élevait de leur souffle dans l'air froid. Chloé fit un signe de la main. La compagne de Ghost, la femelle dominante, lui frotta l'épaule. 2 jeunes louveteaux se battaient dans la neige à proximité. Ghost avait une famille. Chloé avait une famille. Différentes, mais toutes deux réelles, toutes deux choisies. 1 an plus tard, le 20 mars apporta le printemps en Provence. Des pousses vertes perçaient la terre dégelée. Les oiseaux revenaient de leur migration hivernale. Le monde semblait nouveau. Le café et bouquin de Chloé célébrait sa grande ouverture. Le café s'était agrandi pour inclure une librairie d'occasion à l'arrière et un espace communautaire à l'étage. La vision de Chloé, un lieu pour tous, surtout pour ceux qui se sentaient seuls. L'entreprise prospérait. Chloé embaucha 2 employés, Sarah, son ancienne collègue, et Enzo Roux, un jeune de 19 ans aux prises avec ses propres démons. Chloé se voyait en lui donna une chance que personne ne lui avait donnée. Elle payait des salaires équitables, offrait une mutuelle. Traitait les gens comme on aurait aimé être traité. Chloé termina sa première année d'université avec une moyenne générale de 18/20. Licence de psychologie, spécialisation en conseil sur les traumatismes et le deuil. Elle voyait toujours la docteure Lefebvre chaque semaine. Elle avait encore des jours difficiles, mais plus de bons jours que de mauvais maintenant. Son sourire venait naturellement. À l'extérieur du café, une petite plaque indiquait, en mémoire de Monique et Pierre Duval, qui ont appris à leur fille que l'amour persiste.
Chloé y déposait des fleurs fraîches chaque semaine. Racontait les nouvelles à ses parents. Maman, papa, je vais bien. Je vais vraiment bien. La meute de Ghost avait établi son territoire dans la forêt domaniale. Sa compagne avait eu une deuxième portée ce printemps-là. 4 louveteaux en bonne santé. Ghost rendait visite à la maison de Chloé occasionnellement. Plus âgé maintenant, du gris se répandant autour de son museau. Toujours protecteur, toujours loyal. Leur lien restait incassable, inexplicable, éternel. Un soir de fin de printemps, Chloé ferma le magasin à 19 h, rentra chez elle à travers la ville où les gens la saluaient. Elle s'arrêta au cimetière de Val-d'Or, à la sortie du village, déposa des fleurs sur les tombes de ses parents. J'ai fini un autre semestre. Major de ma promo. Vous seriez fier. Elle s'agenouilla dans l'herbe. Je suis heureuse. Pas tout le temps, mais suffisamment. Je construis quelque chose de bien ici. Merci pour l'argent, maman. Merci de m'avoir aimé même quand je ne pouvais pas le voir. Sa voix se brisa. Je te pardonne, et je me pardonne. Elle rentra chez elle alors que le coucher de soleil peignait le ciel en orange, rose et or. Sa maison l'attendait, le jardin fleurissant devant, des carillons chantant sur le porche. Cela ressemblait à un foyer, se sentait comme un foyer. Chloé s'assit sur les marches du porche, observant la lisière de la forêt. 19 h 30, pile à l'heure, une ombre grise émergea des arbres. Ghost, plus âgé mais fort, boita vers son marqueur de territoire, la ligne invisible qu'il ne franchissait jamais. Il se coucha à 3 mètres du porche. « Salut, vieil ami », dit doucement Chloé. La queue de Ghost frappa le sol. Ils restèrent assis ensemble, regardant le soleil disparaître derrière les montagnes, à l'aise dans le silence. 2 survivants, 2 combattants, 2 êtres qui s'étaient sauvés l'un l'autre et avaient trouvé un foyer dans les décombres. Chloé murmura au vent, « On a réussi. » Contre toute attente, on a réussi. Les oreilles de Ghost se dressèrent. Ses yeux jaunes rencontrèrent les siens. Le message était aussi clair que des mots parlés. Nous aurions toujours réussi. La dernière lumière s'estompa. Les étoiles émergèrent. Chloé rentra. Ghost retourna à sa meute. Demain, il recommencerait. Et le jour d'après. Et tous les jours qui suivraient. Parce que certains liens ne se brisent pas. Certaines dettes se remboursent par une loyauté qui traverse les années et les kilomètres. Un certain salut vient sur 4 pattes avec des yeux jaunes et une boiterie qui raconte une histoire de douleur surmontée et de pitié accordée. Chloé Duval avait réappris à vivre. Pas seulement à survivre, mais à vivre vraiment, avec espoir, possibilité et un avenir qu'elle avait construit de ses propres mains cicatrisées. Et chaque soir à 19 h 30, un loup lui rappelait qu'elle n'était pas seule. Qu'elle n'avait jamais été seule. Pas vraiment. Certains anges ont de la fourrure et des crocs. Certaines familles sont choisies. Certains amours transcendent toutes les règles du possible. Chloé comprenait enfin. La vraie force protège. Le vrai courage, c'est de rester ferme quand tout vous dit de fuir. Le véritable amour qu'il vienne d'une mère qui a essayé de tendre la main par-delà la mort, d'un village qui a appris à faire mieux, ou d'un loup qui a traversé 3000 km d'instinct pour retrouver la fille qu'il avait sauvée, où le véritable amour persiste. Toujours.